ça. Un autre aspect des actions équilibrage, après les ateliers équilibrage événementiels, puis permanents. On a parlé des actions en SSR qui n'ont pas abouti. Un autre aspect, c'est la formation des soignants d'EHPAD à la prévention des chutes chez la personne âgée. Voilà, donc on va voir différents aspects. La façon dont nous avons organisé ça, aussi bien sur le temps de l'action, la visite diagnostique, les stages pour former les préventions, que le après. Le après est aussi important. Donc, il est important d'avoir un comité de pilotage pour pouvoir avoir des actions pérennes dans cet établissement. Pour ce faire, on formera peut-être aussi des référents. Et ce qui est intéressant aussi, et ça c'est une démarche de l'ARS qui a aussi chapeauté tout ça, c'est de mutualiser les bonnes pratiques, de façon à pouvoir trouver des solutions. Voilà. Un contexte, eh bien, comme je l'ai dit à notre consoeur qui est malencontreusement tombée, je lui ai dit, surtout quand je vais dire qui a chu, chutera, ne t'inquiète pas, c'est pas très grave, mais il n'empêche quand même que la première cause pour rentrer en établissement, bien souvent, c'est la chute. Mais il ne faudrait pas croire qu'une fois que les gens sont rentrés en EHPAD, ils ne chutent plus. Ils continuent à chuter. Voilà. Donc, fort de notre expérience, justement, des actions équilibrage menées sur la Bretagne, fort aussi du fait que nous avons acquis une certaine expertise d'intervention en établissements médico-sociaux, en particulier grâce au programme Pas Mal, eh bien, on s'est dit que les gens qui pouvaient avoir les deux casquettes pourraient peut-être intervenir dans ces EHPAD. Donc, on propose aux établissements de soins qui accueillent des personnes âgées une formation sur ce thème, et pour les salariés, et aussi pour des référents qui pourraient en être issus. Donc, cette action va porter sur 39 formations de soignants et 4 formations de référents qui ont été réalisées sur cette thématique par quelques kinés. Vous avez la liste là, c'est assez... le premier qui a commencé, c'est Loïc, ça date de 2007. Et on va retrouver Jean-Michel Blondeau, Christiane Brun-Renoir, et pour la plupart, autrement, ce sera Jackie et Robin qui devaient faire cet exposé-là, mais qui ne peut pas le faire pour les raisons que Christian vous a exposées, Richard Ruot et moi-même. Voilà. Donc, hop là. L'ARS s'est intéressée à ce programme en lançant un appel à projet Prévention des chutes en EHPAD. 56 projets groupés ont été soumis, représentant 182 EHPAD. Là-dessus, 19 projets ont été retenus, regroupant 84 EHPAD. Le choix de l'ARS est porté sur le financement de la formation des soignants, c'est ça qui les intéressait, ainsi que des cadres, à la mise en œuvre d'une politique de prévention des chutes dans l'établissement. Donc, comme je vous l'ai exposé, fort de son expérience, COP a proposé aux EHPAD qu'il souhaitait d'être leur partenaire. Parmi les 19 projets retenus, 6 ont choisi KOP comme partenaire. De ce fait, 300 soignants ont été formés sur la période de 2016-2017. L'appel à projet de prévention des chutes des personnes âgées en EHPAD s'inscrit bien entendu dans une action de politique publique, notamment en lien avec les actions de prévention visant l'adaptation de la société au vieillissement. Le montant de l'enveloppe au départ était de 100 000 euros. Finalement, il y a un montant total qui a été accordé de plus de 218 000 euros. Voilà, je vous passe le nombre de choses. Les chiffres, ce n'est pas particulièrement passionnant. Sélection des projets. L'ARS souhaitait financer une action qui puisse mettre en œuvre et par le financement d'actions de formation du personnel. Le financement de cette action, on en a déjà parlé. Les engagements des établissements financés, les directeurs s'engagent à mettre en place une politique de prévention de chute et à suivre ces indicateurs dans le cadre de l'évaluation qui sera conduite par l'ARS. Donc, 4 indicateurs importants. Le taux moyen de chute par résident, le taux de résidents ayant chuté et le taux de chute ayant entraîné une hospitalisation. Le taux de chute ayant entraîné un passage aux urgences. Voilà. 4 critères retenus. Donc, la liste des projets retenus. Projet Le Minic sur Rance, où je suis intervenu, avec beaucoup de chance, parce que c'est un EHPAD qui a une vue magnifique sur la Rance. Enfin, ça, je passe. J'ai déjà réservé pour plus tard.
Donc en fait sur les 4 départements bretons, qui nous a amené à faire pas mal de déplacements. Les participants, ce sont comme dans la plupart des formations sur les prévention des TMS, un groupe de 6 à 12 soignants et de rééducateurs. La durée se fait sur 2 journées distinctes, espacées de quelques semaines, et bien entendu, comme dans toutes les actions que nous menons à KOP depuis des années, précédées d'une visite préparatoire. L'intervenant des kinés, et qui ont la double casquette, puis donc de formateurs pas mal, et d'animateurs et équilibrage. Les objectifs permettent aux soignants de participer à la prévention des chutes chez les résidents de l'établissement, quelle que soit leur fonction. Il est bien évident que, on va le voir après, mais le rôle des uns et des autres diffère suivant le métier de départ. Et puis, bien entendu, c'est permettre aussi à l'établissement de lancer une démarche de prévention qui implique tout le monde, tous les acteurs. Vous verrez tout à l'heure, il y avait un tour de table que j'ai remis dans le diaporama. Et il y avait même dans ce tour de table l'homme d'entretien de l'établissement, qui a un rôle aussi important peut-être que les soignants, parce que c'est lui qui va devoir faire ce que les uns et les autres demandent de faire comme amélioration. La visite préparatoire, sans grande surprise, on va retrouver un entretien avec le cadre infirmier et le médecin coordinateur. L'IDEC, en général, sera notre correspondant dans l'établissement. On va aussi poursuivre avec un entretien d'aide-soignant AMP, voir l'animateur quand il y a un animateur et rééducateur si l'établissement a un rééducateur et surtout si celui-ci s'implique dans la prévention des chutes. Donc ça va concerner une visite de l'établissement, observation des locaux, donc aménagement, équipement et repérage des situations à risque, prise de vue. Alors c'est sûr qu'avec avec un peu d'expérience, c'est un peu comme la première visite que j'ai fait en entreprise avec un ingénieur de la CRAM. Il me disait, t'as vu là, t'as vu là, t'as vu là, t'as vu là. Et à la fin, on finit par avoir l'œil, Pierre, je pense. On voit à peu près tous les petits trucs qui sont susceptibles, ou pas d'ailleurs, d'être une cause de chute. Et évidemment, on note et après, on essaiera lors de la formation de voir si les gens ont ces mêmes réflexes que nous. Hop là, il y a eu un bug. Visite préparatoire, voilà. Donc maintenant, quelques mots sur les indicateurs de l'ARS. Donc là, on voit arriver une belle usine à gaz. Mais il n'empêche qu'il y a quand même quelques choses importantes. Bon, évidemment, le nombre de lits, tout ça, ça va décrire comment ça s'appelle, l'établissement. Avez-vous une politique de prévention et de gestion des chutes? Oui. En projet? Oui. Actualisé. Êtes-vous engagé dans le programme du parcours activité santé senior? Tout le monde ne l'était pas. Avez-vous déjà bénéficié d'un financement? Est-ce que vous utilisez un outil? Voilà. Êtes-vous les recommandations? Hop là. Non, c'est la suite. Y a-t-il un comité de préventage chez vous? Vous voyez qu'au début de l'intervention, il n'y en avait pas. Est-ce que ça fait l'objet d'une discussion au Conseil de vie sociale? Jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Vous voyez que cette action va avoir déjà pour effet de mettre en place un certain nombre de choses. Avez-vous des référents pour les chutes? Sur 4 établissements, il y avait un seul qui avait un référent chute. Y a-t-il un suivi formation spécifique? Oui, un kiné sur le même établissement. Avez-vous une réflexion éthique sur le droit au risque? Oui, là, par contre, la situation s'inversait. Avez-vous une évaluation des risques de chute des résidents admis dans votre établissement? Il y en a un qui était en projet, 2 qui oui et un non. Si oui, qui réalise l'évaluation? L'ergo ou l'éducateur sportif? L'infirmière. Il n'y a pas beaucoup de kinés à s'être investis dans cette affaire. Est-ce que l'évaluation est renouvelée régulièrement? Le time up and go? Non. Réalisez-vous des évaluations des troubles auditifs à l'entrée? Non plus. Des troubles visuels? Pas plus. Avez-vous un recueil des chutes? Là, tout le monde a un recueil des chutes, mais je crois que c'est une obligation légale. Voilà. Pierre, c'est une obligation légale. Avez-vous... ce recueil est-il informatisé? Oui, ce qui est un avantage. Après, si on veut pouvoir les regrouper, surtout si celui-ci est sur tableur Excel, c'est beaucoup plus facile. Réalisez-vous un bilan annuel des chutes recensées? Il y a 2 établissements sur 4. Qu'est-ce qu'on met en plan d'action, etc. Il y a une chose aussi qui était importante. On va pas
partout. Il y en a un autre. Voilà, chose importante. Disposez-vous d'un registre des contentions. Parce qu'évidemment, bien souvent, qui dit chute dit contention. Alors, oui. Voilà. Ah, il y en a un seul des établissements qui avait un registre des contentions. Qui tendra à prouver que finalement, on doit contentionner assez facilement. Qui décide de la contention physique? Le médecin traitant, conservation d'équipe, là, flou artistique. L'infirmière et le médecin du résident sur proposition de l'équipe, etc. Bon, ça dépend peut-être aussi du contexte, s'il y a ou pas de médecin sur place. Voilà les critères qui étaient demandés par l'ARS et qui, après, permettent d'avoir des actions plus pérennes. Qu'est-ce qu'on a mis dans ces formations? Un petit peu de théorie, un petit peu de pratique, épidémiologie des chutes chez les personnes âgées, le vieillissement de l'appareil locomoteur, voilà. La fonction équilibre et la marche, les pathologies et traitements des troubles de l'équilibre de la marche, facteurs de risque individuels et environnementaux et les indicateurs de suivi, les recommandations HAS sur la prévention des chutes et sur les contentions. Et là, beaucoup de débats lors de ces interventions. Évaluation de la fonction équilibre de la marche chez la personne âgée. Voilà. Ça, c'est pour le premier jour. Généralement, entre les deux jours, on demandait aussi aux intervenants d'essayer de repérer un certain nombre de situations à risque et bien sûr de voir ce qu'on peut proposer. Voilà. Donc, entretien de la fonction équilibre chez la personne âgée, rôle de chaque soignant dans la prévention des chutes. On s'aperçoit que les rôles ne sont pas les mêmes. L'infirmière, elle aura peut-être un regard plus important sur la quantité de médicaments qui sont distribués, sur la bonne observation de la prise de ces 10 médicaments. L'aide-soignante, elle, qui est en contact plus longtemps avec la personne âgée, sera peut-être plus attentive à la façon dont les gens se chaussent, dont les chambres sont équipées, dont le matériel peut être source de chute dans la chambre. Voilà. Donc chacun son rôle. J'ai parlé de l'homme d'entretien, qui pour moi est aussi une personne importante, parce que c'est lui qui va réparer, c'est lui qui va pouvoir aménager les choses. Analyse de cas et propositions d'amélioration de situations à risque, au vu de ce que les gens ont pu rapporter, des photos qu'ils ont pu prendre, voilà, dans une fiche de suivi. Il y avait par exemple un établissement où pour pouvoir sortir de l'ascenseur, on doit sortir en marche arrière, on descend, on sort sur un palier, et après le palier, il y a un escalier. Voilà, ça me revient tout de suite là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Voilà. Est-ce que c'est voilà, est-ce qu'il faut systématiquement qu'il y ait quelqu'un qui accompagne les personnes les plus vulnérables? Est-ce que voilà, c'est ce genre de débat qu'on peut avoir. La fiche d'amélioration des situations à risque, je ne vais pas m'étendre trop puisque cet après-midi on doit avoir une table ronde dessus. Une chose qui était très importante aussi, qui a été beaucoup demandée par les soignants, c'était le relevé du sol, qui pose quand même beaucoup de problèmes à la plupart des soignants. Et c'est évident, comment faire pour relever quelqu'un. Voilà, heureusement que maintenant, il y a du matériel. Voilà. Nos méthodes pédagogiques sont toujours à peu près les mêmes. C'est échange interactif, ouverture de support multimédia. On n'a pas vocation à faire des cours magistraux en disant, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Donc on fait parler les gens, on les met en confiance. Et on essaie d'utiliser le plus possible l'expérience des uns et des autres. On expérimente aussi un certain nombre de choses. Expérimentation physique par des tests d'équilibre. On s'aperçoit aussi qu'il y a des soignants qui ont un équilibre. Si on prend ne serait-ce que l'appui unipodal, c'est pas toujours formidable. Les yeux ouverts, ça va. Les yeux fermés, pas toujours évident. Voilà. Le parcours équilibrage, et puis alors ce qui déclenche beaucoup d'hilarité, qui met beaucoup de bonne humeur, c'est la marche avec les lunettes de simulation éthylique. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Voilà, c'est très ludique. Et c'est très parlant aussi. On sait que chuter, oui, mais ce qu'il faut, c'est ne pas rester au sol longtemps. Et donc, c'est bien aussi de pouvoir apprendre, pour pouvoir apprendre aussi aux autres après, à évoluer au sol. Donc on peut évoluer en prenant par principe que on n'a plus qu'une seule jambe, qu'il nous manque un bras, et puis comment vous allez faire pour pouvoir aller jusqu'à la chaise, pour pouvoir vous relever, etc.
Donc évolution au sol avec neutralisation d'un membre ou d'un cache visuel, comme celui-ci. Voilà. En complément de ces actions, ben, c'est un petit peu comme pour les ateliers permanents, hein, c'est d'avoir une action après. Ben là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de développer des ateliers équilibrage pour les résidents. Alors, animé par un soignant ou un rééducateur, c'est encore mieux quand il y en a un dans l'établissement, avec du tutorat, du formateur KOP. Je ne pourrais pas vous en parler beaucoup, parce que moi, des établissements où je suis intervenu, même si l'idée était séduisante et leur plaisait beaucoup, le problème, c'est le manque de temps. Voilà. Donc, quand il y a déjà une animatrice qui fait des ateliers gym et des choses comme ça, c'est envisageable. Quand ce n'est pas le cas, il ne faut pas rêver non plus, quoi. Ils sont déjà très très pris et ça va être difficile. Voilà. Formation d'un rééducateur chargé de conseiller et de soutenir la direction et les soignants sur cette thématique. Si on a un confrère dans la place, c'est vrai que ça peut être très très intéressant pour pouvoir avoir un suivi derrière. Et puis, ben, c'est aussi ce qui était demandé par l'ARS, c'est constituer un comité de pilotage, prévention des chutes, hein, chargé du suivi des chutes et de ses actions. Voilà. Ça, c'est primordial. Comme dans toute action, si on veut qu'il y ait un effet sur le long terme, il faut faire un comité de pilotage. Voilà. Dans ces actions, ben, on est amené à faire des analyses de l'environnement, hein, toujours bien sûr appuyé avec des photos, c'est beaucoup plus parlant. Donc ces photos sont réalisées soit entre les deux sessions, soit lors de la visite aussi qu'on fait en groupe généralement avec les stagiaires. Donc analyse des situations à partir des photos et vidéos de la visite préparatoire. Proposition d'amélioration co-validée par le groupe, c'est toujours la même chose. Nous n'avons pas à dire il faudrait faire que, il faudrait ceci. Non, c'est le groupe qui décide. Voilà. Mais ça, encore une fois, vous le reverrez cet après-midi. Donc on le reportera sur la fiche d'amélioration des situations à risque et pratiques professionnelles. Vous savez qu'on aime beaucoup les acronymes à KOP. Bon, voilà un très beau. Analyse et amélioration des pratiques professionnelles maintenant. Analyse des situations à partir des échanges, parce qu'il y a beaucoup d'échanges dans ces formations. Mutualisation des savoir-faire entre participants. Apport d'expertise du formateur, en particulier, oui, sur tout ce qui a trait à la partie théorique sur l'équilibre, les pathologies liées à l'équilibre, ainsi que sur toute la partie relevée du sol. Expérimentaux de nouveaux savoir-faire. Ben, oui, j'ai été très surpris de voir dans certains établissements qui ne savaient pas utiliser un lève-personne pour relever quelqu'un, par exemple. Voilà. Et puis, co-validation de, entre guillemets, bonnes pratiques, hein, et report, bien sûr, sur cette fameuse fiche. Voilà. Un exemple, on va prendre un. Ben, ici, vous avez dans la chambre le lit. La couverture et les couettes traînent sur le sol, risquent de prendre les pieds lors de déplacements autour du lit. Ça, c'est quelque chose de très fréquent, parce que je pense que tu as fait une compilation des trucs et on s'aperçoit que c'est récurrent, hein, comme problème. Hein. Voilà. Et puis, deuxième chose, le lit en position trop basse la journée, bah, effectivement, on peut s'asseoir, mais pour se relever, ça va être compliqué. D'où le shoot Qu'est-ce qu'on fait dans le premier cas? Bah, mettre le lit à bonne hauteur dans la journée, référence la hauteur d'une chaise. Voilà. Supérieur égal à 40 cm, le mettre à plat, rabaisser la tête de lit, voilà. Bien faire le lit afin de ne pas laisser les couvertures traîner au sol. Voilà. Et puis bah, ça c'est une proposition, mais c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait un suivi. Le suivi, c'est affichage dans la chambre conservée. Bon, ça c'est fait, voilà. Si c'est mis en bleu, c'est que c'est fait. Voilà un exemple de fiche. Voilà. On ne va pas insister tout trop, puisque encore une fois, vous le reverrez là. Comme toute action, cette action a été évaluée. Elle semble être appréciée, même bien appréciée. Tout le monde est d'accord sur la nécessité d'une visite préalable. L'attente des soignants, je vous ai dit, les techniques de relevé du sol. Hein. Les attentes sont différentes, bien entendu, selon les métiers. Hein. On va avoir un exemple sur les attentes juste à la diaposition suivante. Mais par contre, peu de temps disponible pour l'animation d'ateliers équilibrage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et besoin d'un suivi des chutes et des actions. Donc savoir, effectivement, le recueil des chutes doit être maintenu et puis être complété et informatisé. C'est bien souvent le cas, mais pas partout. Hein. Voilà. Je ne sais pas si non, vous ne verrez pas, donc je vais vous le...
Voilà, on va prendre Priscilla, qui est aide-soignante la nuit. Hein. Les gens qui déambulent, ben, voilà, elle les prend avec elle. Hein. Qu'est-ce que je peux, comme attente, ben, j'aimerais bien avoir des astuces pour éviter des chutes. Une infirmière, comment mieux aménager les locaux et le niveau médical. Un autre aide-soignant, comment éviter les chutes, bien entendu. Un autre aide-soignant, réglementation, constat de chute et que faire vis-à-vis des familles. Ça aussi, c'est d'ailleurs en EHPAD, la première chose, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer quand on pose la question à une soignante en EHPAD, les familles. Voilà. Donc là, quand il y a une chute, c'est peut-être encore plus délicat comme situation. Un autre, un agent. Donc, comment relever du sol? Encore une fois, vis-à-vis des familles, quand prévenir la famille? Est-ce qu'il faut prévenir la famille à chaque fois que la personne chute, ou est-ce qu'il faut vraiment prévenir s'il y a une chute avec complication? Vous savez qu'il y a des gens qui chutent plusieurs fois dans la journée. On va prendre le téléphone à chaque fois pour dire « Ah, il est encore tombé ». Voilà. Donc les gens sont suffisamment inquiets comme ça. Une aide-soignante de jour, avoir d'autres astuces que la contention. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Astuces. Voilà. Qui répond à la question, c'est tout le monde qui signale ou c'est... Oui, bien souvent, c'est ça. C'est de la concertation, bien souvent. Parce que vous n'avez pas les réponses à toutes ces questions. L'information apporte un certain nombre de réponses, mais dans ces cas précis, oui, on reparle de la contention, on reparle des limites de la contention, et puis on reparle de la place du soignant vis-à-vis de la contention. Voilà. Donc, parce que c'est pas une aide-soignante qui décide de la contention. Voilà. Donc, en dernier lieu, c'est ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre quelque chose en place, hein? Est-ce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des heures qui étaient plus propices à la déambulation, donc plus propices peut-être au risque de chute? Est-ce qu'il n'est pas bon, dans ces cas-là, d'avoir plus de personnel pour pouvoir mieux encadrer les gens, que de les laisser vivre à eux-mêmes? Donc ça, c'est une alternative. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une astuce? C'est le vocabulaire de la soignante. Voilà, bien sûr, oui, accepter les chutes. Hein. Il faut aussi accepter les chutes. Accepter les chutes, et pour une soignante aussi, c'est se rendre compte que beaucoup d'accidents, et là on rejoint notre thématique des TMS, beaucoup d'accidents arrivent parce que lors d'un transfert, il ne se passe pas bien, on veut absolument retenir la personne, alors qu'il est peut-être préférable d'accompagner la personne au sol plutôt que de se retrouver dans des situations... Et puis ça veut dire qu'après, il faut débriefer et essayer de faire un retour d'expérience et se poser la question, pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être que les moyens utilisés lors du transfert n'étaient pas adéquats. Voilà. Et on va utiliser une autre méthode, soit avoir un autre soignant, soit avoir du matériel, etc. Et encore une fois, comment éviter les chutes sans aller jusqu'à la contention? Vous voyez que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les soignants. En conclusion, voilà, des actions adaptées à la problématique et prévention des chutes et pouvant être mutualisées entre plusieurs EHPAD. Je vous ai parlé du Minix sur Rance. J'ai fait cette action-là, couplée avec une action avec un autre EHPAD qui, lui, était à Saint-Calvildo, pas à Saint-Calvildo, à Saint-Briac. Voilà, les deux au bord de la mer. Donc on a réparti les soignants, moitié d'un EHPAD, moitié de l'autre EHPAD. Il y avait aussi l'avantage de pouvoir libérer plus facilement les gens. Et puis ça a permis de faire des échanges aussi. Ah, ça se passe comme ça chez vous. Ah, c'est comme ça. Ah, nous, on ne fait pas ça. Ah, ça serait bien ça. Voilà, un côté positif. Donc, voilà. Bien entendu, il faut, c'est impératif, c'est comme pour les actions TMS, faire un diagnostic par établissement, donc une visite préalable, c'est indispensable. On analyse les risques et on fait des propositions de réduction de ces risques, en particulier les risques environnementaux. Hein, on rejoint ce qui était le débat tout à l'heure sur l'aménagement intérieur. Parce qu'on s'aperçoit que EHPAD ne veut pas dire forcément mobilier de l'établissement, ça peut être aussi du mobilier en partie qui vient de chez le résident, avec des contraintes, parce que certains accumulent, et ça devient des obstacles de déplacement. Analyse des propositions d'amélioration des pratiques professionnelles. Hein, en ce temps, on garde de ne pas dire « Ah non, ça c'est pas bon, ça c'est mauvais », mais voilà, on accepte aussi que les gens aient différentes façons d'agir.
toujours le même principe en pas mal. Des actions de suivi, on a parlé, mise en place d'un copil, mise en place d'ateliers équilibrage, si l'on peut, et mise en place de recyclage et de compléments de formation. Voilà. Je suis à votre disposition pour les questions. Est-ce que vous arrivez à intervenir en EHPAD, mais directement pour les ateliers équilibrage sans cibler forcément les personnes? On n'entend pas. La question était de savoir si ça nous arrivait d'intervenir en EHPAD pour des ateliers permanents sans formation des soignants. On a quelques EHPAD, mais pas en atelier permanent, qui nous proposent. Souvent, c'est 1 à 2 séances par mois. Et souvent, c'est un lien initial qui a été fait entre le kiné et l'EHPAD, et on passe par Kiné Ouest Prévention. Enfin, le kiné passe par Kiné Ouest Prévention pour simplifier son action et pas s'occuper des papiers derrière. Avant de laisser la suite des questions, merci Paul-Antoine pour cette présentation. On a aussi de plus en plus de propositions de ce type de formation en SSR, avec la formation des rééducateurs sur la prévention des chutes, associée à tout ce qu'il peut y avoir en interprofessionnalité autour, et on a quelques propositions en ce sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'intervention de Paul-Antoine? Oui. C'est une question assez générale, mais par rapport à l'organisation de KOP, c'était par rapport à ce type de formation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui forme comme vous le faites, il doit être amené à bouger sur un large territoire, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de... Oui, j'ai fait beaucoup de kilomètres. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup de kilomètres, parce qu'on ne peut pas rester sur son petit secteur pour ça. Là, il faut être sacrément mobile, je pense. Comme en entreprise. Plus qu'en entreprise, parce que, en fait, moi je suis basé à côté de Normal, pour faire simple, donc dans les Côtes-d'Armor. Je suis intervenu à Lorient, je suis intervenu à Pleuhermel, je suis intervenu à Saint-André-des-Eaux dans la limite du 44, je suis allé dans le Finistère, mais j'aime beaucoup me déplacer. Ouais, il faut être mobile pour 2 jours d'affilée. Ah non, pas d'affilée, c'est pareil. C'est 2 jours séparés? Oui, c'est 2 jours séparés. Voilà. Peut-être parler un peu trop vite. Non, c'est vraiment bien 2 jours séparés. Distant d'une quinzaine de jours. 15 jours, 3 semaines. Que le temps que les gens aient le temps de... Oui, et puis de chercher un peu des solutions. Voilà. Pardon, j'avais une question aussi. Tu parlais de l'accompagnement au sol pendant les chutes, là. Je me rappelle, c'est un peu pour Loïc aussi. Je me rappelle de ta démonstration à Saint-Brieuc, là. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que vous le montrez toujours la façon de réagir un peu pour les soignants quand le résident est proche et qu'on peut essayer de l'accompagner? Est-ce que vous le faites toujours en formation, ça, Oui. C'est un peu fonction de mettre en situation c'est un peu à la demande. Donc en plus on va le refaire avec des soignants. C'est pas en situation de chambre, voilà. Mais oui, on essaye au moins de montrer qu'il y a moyen d'accompagner. Voilà. Je ne sais pas à quoi exactement tu pensais, parce que lui, il y a peut-être des techniques qui sont différentes des miennes. Ouais, avec kilos. Et c'était, moi je l'ai mis en pratique, mais c'est ça si je trouvais ça bien pour réagir. Des fois il y a des déséquilibres, on est juste à côté et puis ça va tellement vite que. Mais travailler un peu la vigilance des soignants, je ne sais pas si. Tout à fait. Surtout le placement en fait. Le placement du soignant est déterminant par rapport à l'accompagnement de la chute. Si tu es mal placé, tu ne pourras pas l'accompagner. Donc en fait, ça demande d'avoir une certaine mobilité au niveau des pieds, des jambes. Et ça très rapidement, parce que sinon tu ne pourras pas y arriver. Ça va créer un porte-à-faux et c'est toi qui vas souffrir. Donc il faut pouvoir bouger. Alors, de ça, je dirais, d'où l'idée aussi d'avoir une bonne formation sur les techniques de transfert. Et ça m'amène à vous dire aussi qu'il y a eu un établissement où on a couplé les 2 actions. Excusez-moi, petit souci de voix. On a couplé les 2 actions, donc on a fait une formation sur 3 jours, et là il y avait les 2 thèmes qui étaient pris. Il y avait le thème manutention et il y avait le thème prévention de la chute. Voilà. Et c'était pas inintéressant parce que finalement, je dis, il faut un bon placement des jambes pour prévenir une chute, mais il faut aussi un bon placement des jambes pour faire les techniques de transfert. Voilà. Donc c'est intéressant d'essayer d'associer les 2. Voilà. Merci. Christophe, vous avez une question? Oui, j'ai un
poser une question concernant sur les formats de formation. Alors, moi j'ai testé beaucoup de formats. Je travaille en SSR, je fais des formations de soignants beaucoup. Alors j'ai fait, donc tu parles de 2 fois une journée qui sont déjà distantes. Donc déjà pour faire admettre ça aux centres de santé, aux établissements, c'est compliqué. Ils sont encore dans la culture du 2 jours d'affilée, 14 heures de formation et point barre. Donc je leur explique par A plus B que c'est bien aussi de voir les modifications de comportement et de voir que les gens, il faut qu'ils intègrent les choses. Mais j'ai testé aussi des demi-journées dans des EHPAD, et je vais commencer une action dans un EHPAD où je vais souvent et je fais 3 demi-journées de 4 heures, plus une visite préparatoire, plus une restitution. Et j'ai fait aussi du 7 fois 2 heures. Donc j'aimerais bien savoir, oui, 7 fois 2 heures. Alors, c'est pas établissement, c'est service de soins à domicile, mais globalement on est aussi sur des soignants. Et ben, finalement c'est pas si mal aussi. Après ça demande beaucoup de mobilité, alors c'est juste à côté de chez moi donc je peux le faire. Mais je veux savoir un peu ton expérience par rapport au format, parce que ça c'est quelque chose qui est, je pense, qui est une des clés pour mettre en place des fiches d'amélioration de situation à risque, des techniques, voir un peu l'évolution des choses. Ce qui nous manquait en fait en tant que soignant, en tant que formateur à une époque. Tout à fait d'accord dans l'idée que si on peut multiplier le nombre d'interventions en faisant des séquences plus courtes, c'est idéal. Là, j'ai situé un petit peu mes déplacements. T'imagines, pour 2 heures, c'est impossible. Non, c'est évident. Mais c'est vrai que si... Je suis en Auvergne, je fais beaucoup de déplacements parce que je vais du nord de l'Allier jusqu'au sud du Cantal. Donc je peux vous dire que ça fait 400 km. Je le fais des fois sur des demi-journées, je coupe des fois 2 groupes, un le matin, un l'après-midi. Je serais bientôt en retraite et reparti dans le Cantal si ça t'intéresse. Notre format... je vais faire pour l'emploi, je suis preneur carrément. Notre format idéal, il est par demi-journée. Voilà, c'est notre format idéal. Après, on fait face aux contraintes de l'établissement et face aux difficultés quand il y a beaucoup de déplacements du kinésithérapeute. Voilà. Et il y a un moment, il y a le format idéal et il y a ce qu'on peut faire avec ce format idéal.